Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Dans cette émission, nous irons tout d'abord à Vigo, le plus grand port d'Espagne, qui voit d'un très mauvais œil la réforme des quotas de pêche. Ensuite, direction la Suède, un des pays qui a la législation la plus favorable aux mineurs étrangers isolés. Enfin, nous irons en Belgique, à Bruxelles, pays qui a légalisé l'euthanasie en 2002. Mais d'abord, on part en Grèce, épicentre de la crise de la dette en Europe. Alors Thomas, pour nous, la crise grecque, c'est un petit peu un feuilleton quotidien dans nos journaux télévisés. Les plans de sauvegarde se suivent, se ressemblent. Et vous avez voulu aller à la rencontre des Grecs qui subissent ces plans de rigueur successifs. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place ? Mon sentiment, c'est que cette crise d'austérité s'abat sur ceux qui n'ont pas les moyens d'en réchapper, les fonctionnaires, les retraités, et plus généralement les classes moyennes et les classes populaires. Parallèlement, il y a aussi ceux qui ont de l'argent, qui existent ceux-là, et qui échappent un petit peu aux taxes car ils menacent d'aller investir ailleurs. Et cette injustice terrible explique, je pense, la crise sociale qui est en train de se dérouler là-bas. Et les émeutes qu'on a pu voir aussi dernièrement. Donc on se rend avec vous à Athènes. Et toi là, vas-y, filme. Montre ce qu'endure le petit peuple, montre. Sur leur visage se lisent colère et résignation. Tous sont venus s'acquitter d'une taxe exceptionnelle. Je dois payer 360 €. Et votre retraite va suffire? Tant que j'ai assez pour manger du pain et éventuellement un peu de fromage. Mon gars, on n'aura plus rien à manger. Une taxe adossée à leur facture d'électricité. S'ils ne payent pas à temps, la compagnie leur coupera le courant. C'est une mesure injuste, on nous étrangle. Dites à Sarkozy qu'il devrait nous aider mieux que ça. Un poids souvent insupportable pour une population déjà très affaiblie. Ils sont fonctionnaires, chômeurs, salariés du privé ou retraités. Nous sommes partis à la rencontre de ces Grecs frappés par la crise. Cette taxe exceptionnelle, M. Constantinou l'a reçue lui aussi. Pour ses 145 mètres carrés, il a dû payer. La somme, c'est 2507. Mais ce sont surtout ses revenus qui l'inquiètent. Si la situation de cet ancien ambassadeur n'est pas des plus difficiles, elle est en revanche éloquente. En 6 mois, sa retraite a littéralement fondu, passant de 3700 à 2500 € mensuels. En Grèce, les fonctionnaires sont les principales cibles de l'austérité. Ils ont perdu jusqu'à 30% de leurs revenus. Sans compter que pendant ce temps-là, le coût de la vie, lui, a augmenté. L'essence. L'essence augmente. L'essence, c'est redoublé. L'alimentation, tout le monde. Supermarché. Tout. Ah, vous n'avez qu'à aller à... Ils ont augmenté la TVA. Maintenant, c'est 23%. Alors, tous les prix sont presque nuls. On a une perte de 50% au minimum. 50%. Une perte minimum 50%. Par rapport à il y a un an. Par rapport à il y a un an. Ελλάδα παντοδύναμη, πόσα σου χρωστάμε. Ελλάδα παντοδύναμη, εμείς σε αγαπάμε. Ελλάδα παντοδύναμη, ποιοι σε κυβερνάνε. Ελλάδα παντοδύναμη, κατά διαόλου πάμε. Ελλάδα παντοδύναμη, πόσα σου χρωστάμε. Yorgos, lui, est un jeune interne en chirurgie. Ces derniers temps, il n'a pu que constater la dégradation de ses conditions de travail. Chaque jour, il y a quelque chose. Soit c'est du matériel qui manque, soit on apprend qu'on va fermer, ou bien qu'on ne va pas être payé. Et puis le jour d'après, on manque de matériel. Enfin, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. L'hôpital demande désormais aux patients de payer 5 € de droit d'accès aux soins et d'amener leur propre compresse stérile. En 2 ans, le budget des hôpitaux grecs a baissé de plus de 40%. Pour beaucoup de jeunes Grecs, le sentiment d'appartenir à une génération sacrifiée prédomine. Si certains sont tentés d'émigrer, vers l'Australie notamment, d'autres s'y refusent. Nous retrouvons un groupe d'amis au pied de l'acropole. Tous ont la quarantaine. Autour de la table, il y a Yorgos, l'illustrateur de livres pour enfants.
Cela fait 1 an qu'il n'a pas eu de nouvelles commandes. Il y a aussi Alexandros et sa femme Eva. Eux se considèrent comme des privilégiés, même s'ils commencent à faire attention. Moi, je travaille dans une grande multinationale où il n'y a pas eu encore de gros licenciements ni de baisse de salaire. Mais depuis 2 mois, on a fait un tableau où on retranscrit toutes nos dépenses. Quand on évoque avec eux la sortie de la Grèce de l'euro, l'avis général y est plutôt favorable. Regarde, ça fait 10 ans que la Grèce est dans l'euro. Son économie a reculé, la Grèce a perdu en stabilité, la Grèce n'est pas autonome. L'euro et l'Union européenne nous ont amenés à une impasse. Face à la crise, certains ont choisi le retour à la terre. Yorgos Tsakofitis était employé de banque il y a encore 6 mois. Licencié, il décide de quitter Athènes et s'installe sur l'île d'Eubée, sa terre natale. Avec sa mère et ses tantes, il a monté un salon de thé et vend des productions locales à base de fruits qu'il distribue aussi en supérette. On ne sera pas riche, mais on arrive à vivre décemment avec plus de modération. Avec 17% de chômeurs, de plus en plus de Grecs font ce choix du retour à la terre, comme un refuge face à la crise. Thomas, vous avez réalisé ce reportage en décembre dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis en Grèce ? Très clairement, on a franchi un pas de plus dans l'austérité. Baisse du salaire minimum de 22%, diminution encore des pensions de retraite, suppression massive d'emplois dans la fonction publique. Le gouvernement va supprimer 15 000 postes. Et tout ça a des conséquences très visibles. On voit de plus en plus de SDF dans les rues d'Athènes. Il y a une multiplication des soupes populaires. Et un autre phénomène qui est loin d'être anecdotique, c'est que de plus en plus d'enfants tombent dans les pommes le matin à l'école, tout simplement parce qu'ils y vont le ventre vide. Et il y a un autre chiffre qui fait encore plus peur, c'est qu'il y a eu une augmentation de 20% de la consommation d'héroïne en 2011. Vous avez repris contact avec les personnes qu'on a vues dans votre reportage. Que sont-ils devenus ? Démosthène Constantinou, par exemple, l'ancien ambassadeur à la retraite, vient de voir sa pension diminuer de 400 € le mois dernier. Alors que déjà dans le reportage, il nous explique qu'elle a fondu de près d'1 tiers en l'espace d'1 an. Yorgos, le médecin qui travaille à l'hôpital, près de la place Omonia, m'explique que les crédits de santé ont encore diminué et que ça va avoir des conséquences catastrophiques sur son travail au quotidien. Et enfin, Eva, la femme d'Alexandros, qu'on voit à la fin du sujet, elle a très peur de faire partie de la vague de licenciement des 15 000 fonctionnaires. Merci Thomas. Autre crise qui touche l'Union européenne, celle du secteur de la pêche. La réforme de la politique des quotas est prévue pour 2014 et déjà, elle inquiète. Sandra Cerquera s'est rendue à Vigo, le plus gros port de pêche d'Espagne. Sandra, la pêche illégale revient souvent au cœur de l'actualité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Espagne pour aller traiter cette question ? Il y a des ONG, des associations écologistes qui ont révélé que des armateurs espagnols avaient été condamnés pour pêche illégale et que malgré tout, ils continuaient à recevoir des subventions. Et donc c'est en Espagne, à Vigo, que s'est installée l'agence communautaire de pêche, qui est censée en fait contrôler les inspections des différents États membres de l'Union européenne. Certains m'ont dit sur place qu'ils regrettaient que cette agence n'intervienne pas plus au quotidien. Et certains m'ont même dit que c'est une agence qui, dans le fond, ne sert qu'à recevoir des rapports, mais elle ne fait rien de plus. Il est 5h30 du matin. Sous la Loncha, la grande halle aux poissons de Vigo, la criée vient de commencer. Des inspecteurs de la gendarmerie maritime sont là. Ils vérifient que la marchandise est conforme aux normes européennes et contrôlent la provenance des poissons et leur taille. Chaque poisson doit mesurer minimum 20 cm et là on voit que ça dépasse. On est dans une taille réglementaire. Ils sont 17 à se relayer. C'est bien peu pour contrôler les 2000 tonnes de poissons qui arrivent chaque jour. S'il y a infraction, on donne une amende, mais il faut un procès pour retirer le permis de pêche. On fait ce qu'on peut, on fait vraiment comme on peut. Des vendeurs qui s'étonneraient presque de les voir. Est-ce qu'ils viennent tous les jours faire le contrôle ? Non. Parfois on voit les vétérinaires aussi, mais eux ils viennent rarement. Et dès le lendemain, la décharge des bateaux se fait sans le moindre contrôle. Aucune vérification des quotas, de la licence de pêche, de la provenance des cargaisons. Interdiction de filmer de plus près,
Sans inspecteur, il n'est plus possible de tourner. La caméra dérange. Sur le plus grand port de pêche d'Europe, un tel manque de contrôle peut surprendre. 950 000 tonnes de poissons ont transité par Vigo l'an passé. Un record. La plus grande flotte, celle qui touche aussi le plus de subventions de l'UE. Plus d'1 milliard d'euros ces 5 dernières années. Ils disposent de beaucoup de nouvelles technologies, ces bateaux. Oui, on est justement en train d'installer un nouveau radar, beaucoup plus moderne. Ce sont les aides de Bruxelles qui ont aidé à moderniser les chalutiers. Celui-ci comporte un GPS, une plateforme satellitaire et même des sonars qui traquent sans marge d'erreur les bancs de poissons. Et à l'extérieur, des filets de pêche de plusieurs centaines de mètres. Les quotas attribués par l'Union européenne ont été gelés. Et le problème de notre flotte en Galice, c'est qu'elle ne dispose pas de quotas suffisants pour que notre activité soit la plus rentable possible. Alors, nous sommes obligés, pour continuer à travailler, d'acheter les droits de pêche d'autres pays. Exemple avec ce bateau. Son quota a été atteint et pour continuer à l'utiliser, son propriétaire espagnol a racheté les droits de pêche d'une entreprise française. Rien n'interdit cette pratique, mais elle peut parfois frôler l'illégalité. L'Union européenne a déjà épinglé l'Espagne pour sa surpêche. D'après cet écologiste, certaines sociétés de Galice ont même été condamnées pour pêche illégale, tout en continuant pourtant à recevoir des aides. Tant que les fonds européens seront en partie distribués aux entreprises par l'intermédiaire des régions autonomes, il en sera ainsi. En Galice, le secteur de la pêche est plus puissant que tout. Sa capacité d'influence politique est énorme, ce qui explique que les autorités espagnoles laissent faire et ferment les yeux. Le PIB de la pêche en Galice est 25 fois supérieur à la moyenne européenne. C'est un lobby considérable. Bruxelles a très peu de pouvoir pour infléchir efficacement la politique des États. 9 espèces sur 10 sont selon lui surexploitées. Les poissons commencent à manquer, alors les bateaux européens pêchent de plus en plus dans les eaux africaines, où les infractions sont nombreuses. Pour Clemente, la politique commune de la pêche est en panne. Elle continue de favoriser les intérêts économiques de quelques entreprises. La flotte industrielle ne s'arrête jamais. Elle peut pêcher n'importe où, là où il n'y a pas de normes sanitaires, de quotas. C'est trop de concurrence pour nous. Ici, on est obligé de respecter des règles strictes. Le doyen des pêcheurs fulmine contre Bruxelles et sa réforme, qui veut créer un marché des quotas, permettant de les échanger et de les vendre. La pêche artisanale est moribonde. Il y a de moins en moins d'emplois et avec la réforme, combien vont encore disparaître? Il en est sûr, si demain les quotas peuvent se monnayer, le marché de la pêche profitera encore plus aux industriels. Sandra, on le voit bien à la fin de votre reportage, on sent énormément d'inquiétude chez ces petits pêcheurs. Oui, ils s'inquiètent de voir leur situation empirer si la réforme de la politique commune de la pêche est donc votée en 2014 comme prévu, car l'UE, pour protéger les ressources maritimes, compte diminuer le nombre de bateaux en mettant en place un marché des quotas de pêche. Et donc chaque entreprise de pêche pourra acheter ou vendre ses quotas à un armateur de son pays ou à un armateur d'un autre pays européen. Et il faut dire que dans les pays où ce marché des quotas a été mis en place, comme au Danemark, cela aboutit à une concentration donc, du marché entre les mains de quelques armateurs au détriment de la pêche artisanale. Et le problème de ces industriels, c'est qu'en plus il y a de la surpêche. Donc à force d'épuiser les ressources, on finit par aller pêcher aussi à l'étranger et notamment en Afrique. Oui, c'est ça. En théorie, les zones de pêche appartenant donc, aux pays africains sont régies par le droit international, mais en réalité, les eaux africaines sont exploitées par l'Union européenne qui va donc pêcher dans les eaux africaines et c'est un manque à gagner terrible pour ces pays, près d'1 milliard d'euros par an. Et aussi, le résultat, c'est que c'est des emplois de pêcheurs qui sont menacés et la mise en péril aussi de la sécurité alimentaire de ces pays qui, il faut dire, sont des pays pauvres. Merci Sandra. Malgré ces crises, l'Europe représente un Eldorado pour bon nombre d'étrangers. Certains viennent y chercher du travail, d'autres fuient la guerre. Parmi eux, beaucoup sont encore des enfants. On les appelle les mineurs étrangers isolés et c'est Bérengère Dinglas qui nous en parle.
Bérangère, c'est un problème qui est assez méconnu. Est-ce qu'on sait combien d'enfants sont concernés et d'où viennent-ils? Selon les associations, on estime en France qu'il serait environ 5-6 000. Au niveau européen, selon le HCR, il y a des estimations qui varient entre 50 à 100 000. Une seule chose qui est certaine, c'est que leur nombre augmente tous les ans. Quant au pays d'origine, ça a longtemps été l'Afghanistan, mais c'est une situation qui évolue en fonction de l'actualité mondiale. En 2010, par exemple, en France, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient du Sri Lanka, du Bangladesh, mais aussi d'Afrique, des pays du Maghreb en particulier, une des conséquences des révolutions arabes, bien sûr. Bien entendu. Donc on vous suit en Suède à la rencontre de Tawab et Ali. Parti seul d'Afghanistan, c'est après 3 mois d'un voyage long et difficile qu'Ali arrive en Europe il y a 1 an et demi. Il n'a alors que 16 ans et a laissé toute sa famille sur place. C'est un peu par hasard qu'il débarque en Suède. J'avais pas spécialement pensé venir en Europe. Je l'ai fait par nécessité, comme tout le monde. J'ai quitté l'Afghanistan à cause de la guerre, parce que la situation était trop difficile là-bas. À son arrivée, Ali est orienté vers un centre de transit. Après quelques semaines, on le conduit ici à Uppland Westby, à environ 35 km de Stockholm. Quand on arrive ici, on ne sait rien, on ne connaît pas la loi, on ne connaît pas les gens, on ne comprend pas comment les choses marchent. C'est difficile. Ici, comme Ali ou Tawab, la plupart des jeunes viennent d'Afghanistan. Les autres sont originaires d'Irak ou d'ex-URSS. En tout, ils sont une vingtaine âgés de 16 à 19 ans à être hébergés dans cette maison d'accueil jusqu'à leur majorité. Pour que je puisse venir, mon père a vendu tous ses champs. Le voyage au total a duré pendant 8 jours. Mon père avait tout préparé, les contacts nécessaires, l'avion que je devais prendre, mais évidemment, toute ma famille me manque beaucoup. Dès leur arrivée, les mineurs font une demande d'asile et ils sont alors placés sous la responsabilité d'un tuteur bénévole qui les accompagne jusqu'à leurs 18 ans. Comme la plupart des jeunes Afghans, 3 mois après sa demande d'asile, Tawab a obtenu le droit de rester définitivement en Suède. C'était vraiment un grand soulagement que d'obtenir ce permis de séjour, parce que j'avais peur d'être renvoyé dans mon pays. Plus de 2700 migrants mineurs sont arrivés en Suède l'an dernier, un nombre en constante augmentation. À l'issue de leur demande d'asile, plus de 83% d'entre eux obtiennent le droit de rester définitivement. En revanche, ceux qui n'ont pas de permis de séjour sont théoriquement renvoyés chez eux. Parfois, ils n'ont pas de parents. Parfois, les parents ne veulent pas d'eux. Ils n'ont pas de contact. Mais grosso modo, il n'y a que 20, 30, 40, peut-être 50 cas où on retrouve les parents et alors seulement ils peuvent être réunis dans leur pays d'origine. En 2011, 72 jeunes ont ainsi été renvoyés dans leur pays d'origine. Pas suffisant pour le gouvernement suédois, puisqu'avec d'autres pays européens, il travaille actuellement à la création d'orphelinats en Irak ou en Afghanistan, une politique qui inquiète les associations. Je m'inquiète qu'on va forcer les mineurs à rentrer au pays sans vérifier la sécurité, que la famille va prendre soin de cet enfant encore. Et il faut que le retour est dans l'intérêt d'enfant. Hébergés jusqu'à leur majorité, les jeunes sont aussi scolarisés. Lorsqu'ils arrivent, ils sont dans un premier temps regroupés dans des classes spécifiques pour apprendre le suédois. Après, ils rejoignent des classes classiques. Dans cette école, des lycéens suédois proposent aux migrants de les aider dans leurs devoirs quelques heures par semaine. Och det tycker vi är lite tråkigt att vi träffas ju aldrig. Bara på och sen så lämna tillbaka till oss så vi vet om ni är intresserade. Eller inte? Je trouve que c'est une très bonne idée, car beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal à faire leurs devoirs et nous ne pouvons pas recevoir d'aide à la maison. Donc c'est bien de recevoir de l'aide à l'école. La langue suédoise, Paul et Peter la maîtrisent maintenant parfaitement. Pourtant, lorsqu'ils sont arrivés d'Irak il y a 5 ans, fuyant les persécutions, ces 2 jeunes chrétiens ne parlaient que l'arabe. En Suède, le regroupement familial est primordial. Aussi, au bout de 3 ans, les jumeaux ont réussi à faire venir leur famille. Ma famille est ici maintenant. J'ai mon père, ma mère,
mon frère, certaines de mes sœurs. Tout le monde est content. Certains travaillent, d'autres étudient. Tout va bien maintenant. C'est une nouvelle vie, un nouvel environnement. Je pense que c'est bien que nous nous soyons installés ici. Quand tu te sens bien et en sécurité quelque part, tu peux faire des projets pour le futur. Âgé de 21 ans, Peter veut devenir médecin, son frère dentiste. Leur vie, c'est en Suède qu'ils l'imaginent désormais. Ils attendent maintenant d'obtenir la nationalité suédoise. Bérangère, on le voit bien dans votre reportage, certains enfants ne sont pas régularisés et sont donc reconduits. Est-ce qu'on sait où ils vont ? Pour l'instant, l'Afghanistan n'en fait pas partie. Ça peut être vers des pays africains ou vers des pays de l'ex-URSS, comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan par exemple. Mais il y a une deuxième procédure qui existe au niveau européen et qu'applique la Suède, et pratiquement tous les pays européens appliquent sauf la France. C'est le règlement de Dublin, donc selon lequel les dossiers des migrants doivent être traités dans le premier pays européen dans lequel ils arrivent. C'est des procédure qui inquiète beaucoup les jeunes, donc certains préfèrent fuir. En Suède, on les appelle les enfants cachés. Ça concernerait environ 5 à 600 enfants. Et là, il y a un vrai risque que dénoncent les associations, bien sûr. Et en France, est-ce qu'on sait comment ça se passe ? Jusqu'à l'âge de 18 ans, du fait de leur minorité, les migrants sont hébergés, soignés. Tout change à l'âge de 18 ans. Pour avoir le droit de rester en France, ils doivent entamer une procédure. En fait, à 18 ans, ils deviennent sans papier. Ils deviennent sans papier, donc ils entament des procédures. Alors là, il n'y a pas vraiment de statistiques. Le seul chiffre dont on dispose, c'est celui de la demande de droit d'asile. En 2010, il y a environ 600 demandes qui ont été effectuées. 40% qui ont été favorables, mais la plupart ne sont pas concernés par le statut de réfugié. Ils obtiennent alors soit une autorisation de séjour temporaire, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, et il y en a certains même qui sont renvoyés alors qu'ils vivent en France depuis 3-4 ans, qu'ils ont appris la langue, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Merci Bérangère. En France, la question de l'euthanasie n'en finit plus de susciter des polémiques. Pourtant, en Europe, plusieurs pays l'ont légalisée. C'est le cas de la Belgique, direction Bruxelles, avec Flora Sauvage. Flora, quels sont les pays qui ont légalisé l'euthanasie en Europe ? Alors en Europe, on a les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique. En Belgique, ça fait déjà 10 ans qu'ils ont légalisé l'euthanasie. Et puis il y a également la Suisse. Alors la Suisse, ils ont ce qu'on appelle le suicide assisté. Et quelle est la différence ? Alors la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté, c'est que l'euthanasie, c'est une mort demandée par le patient mais induite par un tiers, en général un médecin. Alors que le suicide assisté, c'est le patient lui-même qui va se donner la mort. Donc là, on vous suit à Bruxelles. Clinique Saint-Pierre à Ottignies, à 30 km de Bruxelles. Ici, on pratique des euthanasies. Depuis 2002, date de la dépénalisation, plus de 4000 euthanasies ont été réalisées en Belgique. Comment ça va ? Ce patient a 85 ans, suivi depuis des années pour insuffisance rénale par le docteur Vautier. Il souffre aujourd'hui d'un cancer de la peau. C'est clair dans votre tête depuis le début. J'ai demandé l'euthanasie pour mon confort et celui de mes proches. Oui. Je ne sers plus à rien. C'est pas possible de vivre comme ça, hein, docteur. Oui, tout à fait. Je vous fais confiance. On est là pour vous soutenir jusqu'au bout. Hein. Il faut être sûr que ce ne soit pas un état dépressif. Et c'est ici qu'on a demandé l'avis de nos confrères psychiatres qui l'ont longuement vu et qui ont confirmé qu'il n'était pas du tout dépressif, mais que c'était mûrement réfléchi. On fait la réunion ici. Il peut plus se laver tout seul, il est dépendant comme quelqu'un de 85 ans qui a une longue histoire d'insuffisance rénale. Et il demande à ce qu'on l'aide à mourir dignement. C'est ça en fait, qui est un peu perturbant. Ça veut dire que si on laisse aller, il y a plein de personnes âgées qui sont au bout de leur vie, les gens qui ne veulent pas être une charge pour leur famille ou leur entourage, et qui n'arrivent pas à mourir finalement. Enfin, mais qui le demandent. Mais qui ne demandent pas. Oui, voilà. Là, on va dire qu'on n'a pas d'autre solution à lui proposer acceptable pour le patient. Il faut éviter ça. Oui, parce qu'il refuse les autres solutions, comme de rentrer et puis d'en finir lui-même, ou de... Voilà. Pour moi, cet acte de pousser une seringue reste un acte très difficile parce que ça va tout à fait contre mes convictions personnelles de chrétienne engagée. Ça reste difficile quand même.
Au bout d'un mois d'observation, le personnel médical va finalement accéder à sa demande après s'être assuré qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour le soulager, je ne sais rien lui proposer d'autre que ça, et je vais cheminer avec lui. Alors les patients sont tellement infiniment remerciants que c'est un moment d'intense humanité. C'est pas du tout un moment violent au sens, c'est pas un moment dur, quoi. C'est un moment doux. 80 euthanasies sont pratiquées chaque mois en Belgique, des euthanasies qui sont enregistrées auprès de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Marc Angler est l'un des 8 membres de cette instance qui examine les déclarations d'euthanasie. Je regarde si le médecin a bien respecté les conditions de la loi. Il y a 3 conditions essentielles. La première, c'est la demande du patient, claire, volontaire, répétée, sans pression extérieure. La deuxième, c'est l'existence d'une maladie incurable, grave. Et la troisième, c'est la présence de souffrances insupportables. En Belgique, la moitié des euthanasies sont pratiquées à l'hôpital. L'autre moitié se fait à domicile par l'intermédiaire du médecin traitant. À 54 ans, cet homme souffre d'un cancer de la gorge. Il a été opéré à plusieurs reprises, mais sans succès. C'est un grand soulagement pour mon cerveau de savoir que j'ai cette porte de sortie. Là, bon, je m'endors, puis c'est fini. Je suis tranquille. Voilà. Ce patient est ici pour formaliser sa demande d'euthanasie. Comme le prévoit la loi belge, il faut l'avis d'un deuxième médecin indépendant qui ne connaît pas le patient. Tu n'es pas gêné pour respirer. D'accord, ça c'est très important aussi. On doit soulager avant tout le patient. Il faut faire passer l'avantage et la survie ou non du patient avant ses propres opinions. La souffrance, elle est encore pour le moment tolérable, mais jusque quand? Et c'est monsieur qui a fixé sa propre limite en termes de tolérance vis-à-vis de cette souffrance. Nous n'avons pas encore fixé de date. Non, c'est-à-dire que tant que je ne dépasse pas un seuil qui devient invivable, se dire, bon, qu'est-ce qu'on s'est dit? Personne ne s'est dit, ça peut venir demain. Mais si je sens que ça commence à venir, on terminera d'une date, bien entendu. Le patient est au centre du dispositif. Ce n'est pas la société qui décide ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour mon patient. C'est mon patient qui décide comment est-ce qu'il veut s'en aller. En France, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité milite pour légaliser l'euthanasie. D'après un sondage Ipsos, 94% des Français seraient favorables à une dépénalisation pour les patients atteints de maladies incurables. Flora, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'euthanasie ne semble pas concerner beaucoup de gens. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors oui, on a des chiffres. En fait, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de hausse spectaculaire en Belgique concernant l'euthanasie. Il y a une nette augmentation régulière. L'an dernier, il y a eu 1 millier de personnes qui ont été euthanasiées en Belgique, c'est-à-dire une hausse de 16% par rapport à l'année 2010. C'est une augmentation qui s'explique en fait par le fait que l'euthanasie n'est plus tabou aujourd'hui en Belgique, peut-être aussi par le fait que les patients connaissent mieux leurs droits, peuvent demander l'euthanasie quand ils arrivent en fin de vie. Et Flora, en France, comment ça marche? Alors en France, la mort est encadrée par 2 lois votées en 2002, la loi sur le droit des patients et la loi Leonetti. L'idée globale en France, c'est on interdit l'euthanasie, on développe les soins palliatifs et on essaye de limiter l'acharnement thérapeutique. Et les soins palliatifs, la France est quand même assez en retard. C'est un argument que mettent en avant les partisans de l'euthanasie en France, c'est de dire à ce moment-là, développer les soins palliatifs et il n'y aura peut-être plus besoin de l'euthanasie. Aujourd'hui, les soins palliatifs sont assez en retard par rapport à d'autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe. Merci Flora. Voilà, Enquête d'Europe, c'est fini. On se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr.